de vivre avec des jeunes qu'il n'a pas choisis et supporter la présence d'éducateurs qu'il n'a pas demandé également. Voilà, et vous voyez que suivant chaque contexte, et on en a pris seulement 3, on pourra en mettre bien davantage, mais suivant chaque contexte, le comportement du jeune, son mutisme, son silence, tout cela n'a pas du tout le même sens pour l'éducateur. Eh bien, imaginez qu'il s'agit de la même chose pour l'analyste, pour le chercheur, pour le sociologue. Lorsqu'il a des données à analyser, il faut qu'il les contextualise correctement. Il ne faut pas qu'il se trompe dans le contexte, sinon il va raconter n'importe quoi. Voilà, donc il est très important de réfléchir au contexte qu'on met, aux autres options de contexte qu'on a à disposition, avant que de statuer sur le résultat d'une analyse. Donc je poursuis ce qui est écrit dans cette diapo. Si nous avons différents contextes, différentes contextualisations, ça amène à penser différentes significations d'une même situation. Et en général, ce qui permet à l'acteur de choisir le contexte qu'il lui faut mobiliser pour comprendre la situation, c'est celui qui lui semble le plus pertinent. Et donc, il va avoir une intention qui va chercher à essayer de comprendre quel est le bon contexte. Il va essayer de détecter des choses dans le comportement du jeune pour savoir si le contexte est plutôt sa relation personnelle avec le jeune, la relation du jeune avec les autres jeunes du foyer, ou la relation du jeune et ses projets d'avenir en lien avec un prochain jugement. Voilà, donc là, il va chercher des indices pour savoir quel est le contexte le plus pertinent à utiliser. Autre chose qu'il faut réfléchir, c'est peut-être que le jeune, lui, il agit en fonction du fait qu'il ne fait plus confiance à l'éducateur. Il s'est passé quelque chose, mais l'éducateur s'en est même pas rendu compte. Mais le jeune, lui, a vu quelque chose et il ne fait plus confiance à l'éducateur depuis. Et en même temps, peut-être que pour l'éducateur, lui, il va opter pour le fait qu'il y a une telle tension en ce moment dans le groupe de jeunes que probablement celui-ci a peur des autres. Ce qui fait que pour une même situation dans laquelle les acteurs participent tous, ils peuvent chacun avoir établi et mis en place un contexte différent d'interprétation et donc ils vont comprendre différemment la même situation. Enfin, oui, les sources de l'activité de contextualisation. Alors, vous avez des informations qui peuvent venir d'indications biographiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'indications biographiques? D'anciens apprentissages que vous avez fait au cours de votre vie. Votre biographie, c'est votre vie. Et vous avez appris des choses sur des situations similaires dans votre vie. Et du coup, vous vous souvenez d'une situation similaire. Et ça fait remonter à la surface quel était le contexte pertinent pour l'interpréter. Ça peut aussi venir de la connaissance d'actions et de contextes antérieurs. Donc là, ce n'est pas la question de situations similaires qui auraient été vécues dans le passé. C'est on se souvient de ce qui s'est passé il y a peu de temps, il y a quelques jours, cette semaine, et on met en lien ce qu'on a comme connaissance des actions récemment mises en œuvre par autrui pour comprendre son comportement d'aujourd'hui. Donc on fait des liens, on infère des liens de causalité entre ce que le jeune a fait hier et ce qu'il dit et ce qu'il fait aujourd'hui. Et enfin, les savoirs et les prérequis, là, concernent toute la socialisation de chacun des acteurs de la situation, qui les amène donc à privilégier plus ou moins tel ou tel détail ou information, puisque leur socialisation leur a appris justement à sélectionner ces indices-là. Dernière chose sur cette diapo, pardon, je suis allée trop vite et Donc pour le sociologue, il va s'agir donc de substituer voilà, des expressions qui pourraient paraître objectives, mais qui ne le sont pas. Elles ne peuvent pas l'être. Elles sont nécessairement en fonction d'un contexte. Et le sociologue va devoir être vigilant à réfléchir à toutes les options de contexte qu'il a en main pour trouver lequel est le plus pertinent pour interpréter ce qui est en train de se jouer dans la situation. La reconnaissance par proto est également un processus qui soutient la cognition habituelle et notamment
l'analyse. Sa définition est identification immédiate d'une totalité à partir de l'un de ces éléments apparaissant comme essentiels. Autrement dit, c'est parce que je reconnais une partie, un fragment, que je peux concevoir ou imaginer ou réaliser, appréhender le tout. Un exemple simple, vous avez certainement vu des photos, des dessins où vous voyez une sorte de profil et certains voient une jeune femme et d'autres voient une femme très âgée. Et en réalité, les deux sont vrais, mais simplement, nos perceptions ne sont pas orientées de la même manière et nous n'avons pas sélectionné et valorisé ou priorisé les mêmes détails. Voilà. Et donc là, c'est comme ça, c'est sur ce type-là de test en fait qu'on peut réaliser à quel point nous sommes formatés dans nos perceptions, que nous ne percevons pas le réel tel qu'il est, mais tel que nous avons appris à le percevoir. Bien. À nouveau, les éléments qu'on a spontanément en perception, ceux qui viennent à notre conscience, en général, viennent de toutes ces actions antérieures, des situations précédentes, de tout ce que nous avons appris, et ça vient orienter, influencer notre esprit, notre manière d'être en relation avec le réel. Troisième point, la totalité reconnue suppose une connaissance préalable. Effectivement, pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Autrement dit, pour ceux qui ont regardé cette fameuse image dans laquelle il est possible de reconnaître une jeune femme ou une vieille femme, eh bien, certains vont s'attacher à des détails qu'ils ont déjà connus, en fait, qu'ils ont déjà appris, et ça va leur permettre de reconnaître. Mais ils vont donc avoir tendance à reconnaître ce qu'ils ont déjà vécu, perçu, et non pas à être sensible à la nouveauté. La nouveauté doit-elle être plus importante que cela pour arriver à s'imposer à l'esprit et à la conscience de la personne. Enfin, il s'agit donc, quand on parle de reconnaissance, d'un processus de construction du sens à partir donc de quelque chose de déjà connu. Voilà, c'est une précision, mais qui a de toute manière très certainement son utilité. Autre moyen qu'utilise spontanément notre esprit pour analyser et pour mettre en sens du réel, et notamment du matériau, des données qu'il doit interpréter. Vous avez donc une première définition qui est celle de l'analogie, vous avez également la définition de la métaphore. L'analogie, c'est un recours aux similitudes pour donner du sens à la situation en cours par un raisonnement qui consiste à passer d'une ressemblance partielle à une ressemblance générale. La métaphore, elle, c'est l'emploi d'un terme concret pour remplacer une notion abstraite par substitution analogique. Bien, alors, concrètement, je vais prendre un exemple. Vous avez un opéra très célèbre, l'opéra de Carmen, de Bizet, dans lequel il y a un air encore plus célèbre que l'opéra lui-même, parce que certains connaissent l'air mais pas l'opéra. Toréador, prends garde, etc. Et donc c'est un couplet c'est un refrain dans lequel on dit au toréador qu'un œil noir le regarde et qu'il est en danger. Ce refrain, est tout à fait et exactement fondé sur une analogie. C'est-à-dire que, en réalité, c'est un opéra qui parle d'une relation d'amour entre Carmen, la gitane, et le toréador. Et Carmen, comme toutes les gitanes, et je mets les guillemets, parce que bien sûr c'est un stéréotype, c'est pas une vérité, toutes les gitanes ne sont pas ainsi, mais comme il était attendu dans l'opéra de Bizet, avec les stéréotypes de l'époque, les gitanes sont jalouses, sont très possessives, et donc elles n'acceptent pas que le toréador puisse être intéressé par autrui, puisse ne pas être amoureux d'elle, etc., etc. Et donc, elle le menace. Mais pas directement. Elle utilise une chanson
pour lui expliquer la situation dans laquelle il est. Et donc, elle le menace en lui disant qu'il y a en face de lui un taureau qui le regarde avec un œil noir. Et ça signifie que ce taureau représente en fait la violence de la jalousie, et l'œil noir, le fait qu'il cible le toréador, et que donc le toréador risque de mourir du fait de la jalousie de la gitane. Donc quand on est dans un processus d'analyse par analogie, on analyse l'objet similaire, on étudie ses caractéristiques, ses fonctions, on les trouve et on voit en quoi ça permet d'expliquer la situation qui est en cours. Voilà. Bien. Un exemple peut-être de métaphore, mais il s'agit exactement du même processus que l'analogie, sauf que là on utilise un terme concret. Par exemple, une métaphore pourrait être l'hiver, la vieillesse et l'hiver d'une vie. Ça signifie qu'on compare la vieillesse, le fait de vieillir, à l'hiver, le fait que l'hiver en général on pense à la neige, on pense au froid, une forme d'engourdissement, au fait qu'on est donc moins rapide parce qu'engourdi, au fait que, je sais pas, le fait qu'on va s'éteindre, qu'on se dirige peu à peu vers la mort, etc., qu'on a moins d'énergie, tout ça, ça a à voir avec l'hiver. Et donc vous voyez que réfléchir à ce qu'est l'hiver permet, par analogie, de mieux comprendre, et donc par métaphore, de mieux comprendre ce qu'est donc le fait de vieillir. Dernière diapo sur les processus cognitifs qui sous-tendent donc notre cognition, pour tout être humain et donc notamment pour le chercheur ou l'analyste. Nous allons travailler la question de l'émergence du sens. En réalité, si on comprend bien tout ce que je viens de mettre en avant et d'éclairer, si on prend la mesure de l'importance de ces processus cognitifs qui nous permettent d'attribuer du sens au réel, eh bien on comprend que finalement le réel ne fait pas sens tout seul. Soit on reconnaît ce qu'on a déjà appris, et du coup la perception est très immédiate. J'ai en face de moi une lampe, et bien au moment où j'ouvre les yeux et que je vois la lampe, je sais que c'est une lampe. Mais je le sais parce que je l'ai appris. Quand j'étais petit, je ne savais pas que c'était une lampe, et j'ai d'abord appris. Maintenant mon esprit reconnaît de manière très systématique, il a ses repères, et il sait reconnaître une lampe. Voilà, donc ce qui est très important de comprendre pour comprendre la notion de produire du sens et de l'émergence du sens, c'est que le sens n'est pas donné en situation, il est produit, et quand il n'est pas clair et qu'il est flou, il émerge progressivement. Mais quand je dis qu'il est produit par les savoirs antérieurs et par l'acte de reconnaissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un bon analyste, pour être un bon sociologue? Ne pas être dupe de tous ces processus cognitifs qui vont contribuer à notre analyse. C'est ça qui va être différent avec la vie ordinaire, la vie de tous les jours, et la manière dont je pense dans la vie de tous les jours, et la manière dont j'analyse dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un point très important. On va analyser de manière différente parce qu'on a conscience des processus cognitifs qui sous-tendent l'analyse. Donc parce qu'on a conscience de ce qui se passe dans ce processus d'analyse, d'abord on va pouvoir rendre les choses réversibles, c'est-à-dire que on va avoir peut-être par exemple une première intuition, on va construire nos fichiers de données, on va relire fichiers de données, puis on va avoir une première intuition d'analyse, mais on sait que ça ne doit pas être la seule, et que donc il va falloir revenir en arrière à zéro et proposer une seconde proposition d'analyse, etc., jusqu'à trouver la bonne. Voilà, à trouver le bon contexte, à trouver la bonne analogie, etc. etc. Donc la réversibilité est importante, il va falloir essayer plusieurs options interprétatives, il va falloir être rigoureux dans l'argumentation du choix de celle-là et pas d'une autre. Enfin, eh bien, une manière en science très commune de vérifier la pertinence d'une analyse, c'est aussi de vérifier que ses pairs, c'est-à-dire d'autres chercheurs, d'autres sociologues, aboutissent à peu près aux mêmes conclusions. Voilà, donc on va soumettre ces analyses à ses pairs, et eux en retour vont faire de même.
Et ça va permettre un débat qui va permettre d'aller beaucoup plus loin encore dans l'analyse produite. Donc l'analyse scientifique, c'est une analyse qui n'est pas celle qu'on produit dans la vie ordinaire, mais une analyse de second degré, mais qui par contre se fonde sur des données de la vie ordinaire, donc c'est-à-dire des savoirs de premier degré. Savoir reconnaître une lampe, savoir reconnaître un bureau, savoir reconnaître la mauvaise humeur de son patron, savoir reconnaître l'état amoureux de son conjoint, etc., etc. Tout ça, ce sont des savoirs de premier degré. Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à toutes les conséquences que cela peut avoir pour vos travaux et je vous souhaite une bonne fin de journée.